Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur El Maralebia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. L'actualité ce soir, nous allons revenir bien évidemment sur la présence et la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune. C'était à Tindouf, dans le sud du pays. Entre autres, le lancement de projets à dimension stratégique, dit-il, notamment au profit de cette wilaya frontalière. On va essayer de revenir sur plusieurs questions. D'abord, pourquoi après Djelfa et Tindouf, pourquoi est-ce qu'à nouveau, encore une fois, il est accompagné du chef d'état-major? En quoi, effectivement, la présence de Saïd Chengriha est importante, encore une fois, à quelques semaines et à quelques mois des élections présidentielles. Alors, même si on se le rappelle et on se le répète ici sur nos antennes, car vous le savez, on essaie vraiment d'évoquer toutes les questions, pourquoi l'armée est toujours aussi omniprésente au sein des médias du pouvoir, mais la rentrée scolaire, vous le savez, dans les universités, il y a même des représentants officiels ou encore au sein des mosquées. Et puis vous le savez, la revue de l'armée, la revue El Jish, qui elle consacre énormément d'éditos, énormément de papiers autour notamment du président algérien. On reviendra bien évidemment sur cette présence. Pourquoi sont-ils inséparables tous les deux? Rappelez-vous notamment les revendications du Hirak, entre autres d'abord la libération de tous les détenus d'opinion, mais surtout Daoula Madaniya Machi Askaria. C'est un peuple qui, depuis le début de l'indépendance territoriale, comme le disent énormément d'Algériens et d'Algériennes, certains, ils sont vraiment des millions en Algérie à demander la séparation entre le pouvoir politique et l'armée. Donc revendication prioritaire au niveau du Hirak. La réponse 4 ans après être au pouvoir du président algérien, elle est négative. On en verra quelques images tout à l'heure. Donc, on essaiera vraiment de revenir sur plusieurs questions et notamment pourquoi Djelfa et Tindouf. Bien sûr, il est important que ces wilayas soient visités, mais pourquoi pas d'autres wilayas où il y a un peu plus de population, un peu plus d'activité économique. On essaiera de comprendre vraiment où en est aujourd'hui le président algérien avec ces quelques visites assez timides, mais à quoi elles riment? Est-ce qu'il tente notamment de se redorer le blason, notamment essayer de limiter ce fossé qu'il y a entre le peuple et son pouvoir, puisque vous le savez, les élections se sont succédées, les référendums notamment sur la Constitution, mais énormément boycottés, un fiasco total en Algérie, puisque les Algériens ne se sont pas rendus dans les urnes, notamment dans le cadre de ce 12-12-2019. On y reviendra ce soir. L'actualité aussi est dominée par cette 4e journée de mobilisation, de grève du côté de cette région de Kabylie, l'Arvan, puisque les familles, les mamans, les papas, les grands-parents, les villageois, les habitants demandent une réelle justice, notamment à tous ces jeunes, toute cette jeunesse algérienne qui se retrouve derrière les barreaux, qui a été condamnée il y a quelques jours maintenant, après une enquête très critiquée pour une grande partie de certains observateurs, de certains avocats, de juristes et une grande partie aussi des Algériens, notamment des habitants de l'Arvan Natialaten qui ne comprennent pas pourquoi cette enquête a eu lieu comme ça en catimini, sans éléments, aussi rapide, expéditive, avec notamment une enquête due à ces feux de 2021, près de 250 morts, une faune et une flore, et surtout, la disparition, l'assassinat, le lynchage de Jamel Ben Smaïn. Donc ces jeunes se retrouvent derrière les barreaux, ils sont nombreux, les parents sont dans l'incompréhension de cette justice qui aujourd'hui envoie leurs enfants en prison. Pour en parler, Lila Tamansor, bonsoir Lila Tamansor, bienvenue, militante politique, Hirakis, vous êtes présidente du bureau de Paris de Riposte Internationale, bienvenue. Bonsoir Sharon, merci infiniment pour ton invitation. Bonsoir à toute l'équipe technique qui t'accompagne pour la préparation de cette émission. Bonsoir aux invités et au public qui suit les programmes de El Maralebia. Merci infiniment. Est avec nous aussi analyste, militant politique, Kamel Mortefi, il est au Canada. Bonsoir Kamel Mortefi, bienvenue. Bonsoir Chaban, bonsoir à votre invité Lila, que je salue à partir du Canada. Bonsoir à tous les auditeurs de El Maralebia. Merci pour l'invitation.
Merci infiniment. On va consacrer quelques petites minutes pour revenir sur cette présence encore quatrième jeudi. Et vous allez voir encore une fois que c'est lié puisqu'on a un président aujourd'hui, un pouvoir qui est totalement silencieux sur cette région mécontente, hein, cette région qui est en train de vivre des moments très très douloureux. Leurs enfants sont derrière les barreaux. Il y a aussi cette grève. Qui dit grève, effectivement, à un moment donné, il faut écouter le peuple. On a aujourd'hui un pouvoir, un régime algérien, donc celui qui dirige actuellement le pays, qui est totalement silencieux, fermé et qui n'écoute pas du tout ce peuple. Et on voit ce président, je vous le disais, qui était à Djelfa, à Tindouf, mais qui aujourd'hui ignore totalement l'Arvan Atiyalaten. Avant de revenir effectivement sur l'absence du pouvoir, Lila Mansour, je vais commencer par vous. C'est un mouvement qui dure pendant longtemps. Il était question de faire des grèves après le Hirak pour demander un autre pays, un pays libre, une réelle justice, une démocratie. C'est une forme aussi de Hirak. C'est un mouvement aujourd'hui qui se met en place du côté de la Arvan Atiyalaten. Les habitants, les parents n'en peuvent plus de ce pays, de cette justice. Soutient vraiment ces familles qui sont aujourd'hui dans cette violence étatique qui cible non seulement ces familles-là victimes de l'arbitraire, leurs membres prisonniers, mais aussi toute la Kabylie qui on a été depuis des décennies. D'où de toute façon tous les mouvements successifs qui ont eu lieu en Kabylie, malgré qu'on n'en parlait pas. Mais il y a eu toujours des revendications d'un état de droit, d'une démocratie, d'un état civil non militaire. Ça a toujours été depuis l'aube de l'indépendance. Donc c'est une région qui a été militante, qui est très politisée, d'où la crainte du pouvoir et cette indifférence totale et le choix de Abdelmajid Tebboune de sa visite au sud aujourd'hui on dit long. C'est une manière de les ignorer, de dire que c'est un non-événement et il fait comme si cette affaire n'existe pas. Alors que il est le premier magistrat du pays. C'est à lui qu'incombe le regard de ces affaires-là. Surtout que cette affaire est inédite et c'est une affaire qui a été inventée de toutes pièces et montée pour qu'il y ait une guerre civile durant l'été 2021, pour que le peuple algérien s'entretue et qu'on cesse de réclamer justement cette démocratie. Ça a été justement l'union nationale qui a démontré le Hirak a été un coup fatal pour ce pouvoir mafieux qui compte se pérenniser. Donc ça a été une grande surprise pour lui. Toutes les manœuvres qu'il avait déployées à l'époque n'ont pas marché et il a fait cette trouvaille de simuler un assassinat en réunion de ce jeune venu en secours en Kabylie. Donc on a ce pouvoir quand même. Oui, vous évoquez des termes importants, hein, une justice de l'arbitraire. Alors effectivement, nous encore une fois, on le répète, hein, l'objectif ici, c'est bien évidemment, c'est pas d'excuser, loin de là. Nous condamnons effectivement cet assassinat, ce lynchage. Donc on vient pas sur l'enquête parce que nous n'avons pas d'éléments. Il n'y a pas eu de débat au sein des médias algériens. Nous n'avons pas entendu des députés de l'Assemblée, des observateurs, un ministre aussi de la Justice qui aurait pu donner des conférences de presse, encore moins un procureur. Voilà, donc nous n'avons pas d'éléments. L'objectif ce soir, c'est pas de revenir là-dessus, mais je vais vous garder encore 2 minutes, Lila Mansour. On va y revenir sur l'absence du pouvoir du président, de toutes ses équipes, mais voilà, ce que revendiquent aujourd'hui les familles, c'est qu'il n'y a eu aucune enquête. C'est une enquête expéditive qui est passée sous la table. Et effectivement, vous employez un terme de limite de l'arbitraire aujourd'hui. C'est ça la colère des familles. Tout à fait. C'est comme toutes les autres enquêtes ou tous les autres procès qui ont été menés dans les maisons de justice en Algérie à l'encontre des militants du Hirak, à l'encontre des militants des droits et tout individu osant revendiquer justement un changement au pays. On le sait qu'avec les amendements qu'ils ont fait pour les lois et
avec la nouvelle constitution, tout ce qu'ils ont mis en place comme arsenal juridique pour venir à bout des revendications du peuple et pour justement faire des cas d'école de toutes ces affaires pour que nul ne puisse dorénavant venir manifester, réclamer ses droits. C'est devenu un tombeau à ciel ouvert, le pays est devenu un tombeau à ciel ouvert et tous les acquis démocratiques sont en recul et je dirais même qu'ils sont quasi inexistants. Quand on voit tout ce qui se passe au quotidien dans le pays, c'est vraiment navrant. Donc on en arrive à cette situation dramatique, sur tous les plans. Kamel Mortefi, peut-être une question aussi avec vous très rapidement. Le lendemain de ce 9 août 2021, très tôt le matin, aux alentours de 10-11 heures, on a le ministre de l'Intérieur qui annonce devant les caméras que les faits sont criminels. Les Algériens attendent plutôt des enquêtes avant d'avoir comme ça des réponses. On a aussi rapidement un pouvoir qui a commencé à attaquer notamment le MAC, un mouvement politique. On n'y adhère pas, mais voilà, la main étrangère aussi en parlant du Maroc. Et juste derrière, c'est l'arrestation de plusieurs Algériens et Algériennes balancés comme ça devant les caméras. Il y a une réelle instabilité, on parle de cette enquête expéditive, il y a une réelle instabilité au niveau de la justice. Peut-être un mot là-dessus, et en quoi le pouvoir est gagnant sur le fait de dire, 2 ans après, rapidement, c'est réglé, on envoie des personnes en prison, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est réglé. En quoi il est gagnant? C'est de rassurer le peuple, c'est de liquider une affaire parce qu'on n'a pas d'éléments? Certainement, c'est pas ce pouvoir qui va nous berner encore une autre fois. Nous avons l'habitude d'assister à ce genre d'affaires d'État. C'est des affaires d'État, comme l'affaire de l'assassinat de Matem Lounas, comme l'affaire de 2001, maintenant l'affaire des feux de forêt de 2021. Ce sont des affaires qui découlent d'une guerre de clans à l'intérieur du système, et à chaque fois on essaye d'utiliser la Kabylie pour régler leur compte, pour pousser la Kabylie à se soulever, pour l'utiliser contre un clan contre un autre. Et la Kabylie a compris depuis l'assassinat de Matem Lounas qu'elle ne pourra plus être utilisée. Nous avons vu durant les événements de 2001 comment ils ont poussé les jeunes à utiliser les armes pour réagir. Ils ne les ont pas utilisées, ils ont riposté de manière pacifique malgré que les gendarmes tiraient à bout portant et à balles réelles, à balles explosives sur les jeunes. Et nous n'avons eu aucune vérité sur ces deux affaires-là. Et il est venu la troisième affaire des feux de forêt de 2021. La même chose, c'est une affaire politique, gérée d'une manière politique. Il n'y a pas de justice dans cette affaire-là. La justice a été instrumentalisée pour justement donner des sentences et faire peur à tous ceux qui peuvent bouger. 2021, c'est juste il y a 2 ans de cela, donc la mémoire elle est là, on se souvient comment les affaires ont été gérées, comment ces événements-là se sont déclenchés, toute une Kabylie qui a été brûlée avec près de 200 personnes mortes, et aussi la mort abjecte de Jamal Ben Ismaïl, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé, qu'on aurait assisté, que ça va se passer en Kabylie. C'est quelque chose de regrettable, mais quand les couches bougent au haut, c'est le peuple qui les paye. C'est un séisme, c'est le mouvement des plaques tectoniques à l'intérieur du système qui ont fait que cet événement a eu lieu. Un artiste, un hérakiste connu a été tué, a été brûlé vif. On avait vu des photos, on avait vu des personnes qui l'ont brûlé, mais je ne pense pas que 38 personnes se sont impliquées dans cette affaire-là. On a entendu
des témoignages des familles de certains éléments condamnés à mort. Ils n'étaient même pas sur place. Là, je vous dis pas que je prends pour argent comptant ces déclarations, mais ce sont des déclarations à tenir compte. C'est pour ça que la question que je vous posais, c'est en quoi, selon vous, le pouvoir est gagnant, voilà, d'expédier. Pourquoi on parle vraiment d'expédition? Parce que logiquement, c'est des enquêtes et des procès qui devraient durer des mois et des mois et des années. En quoi le pouvoir est gagnant aujourd'hui de dire voilà, 2 ans après, c'est liquidé, les gens sont en prison, c'est terminé. Parce que, Chaban, un procès équitable dans cette affaire, c'est un procès contre le système. Parce que si le système n'est pas fait de cette façon, on n'aurait pas à vivre ce genre de situation. Si on avait une justice, si on avait des services de sécurité qui faisaient leur travail selon des protocoles bien réfléchis, bien établis, je ne doute pas qu'ils ont des protocoles. Ils ont des protocoles. La police algérienne, l'armée algérienne, les services de sécurité algériens s'adaptent et ils ont accès à la nouvelle formation, à la nouvelle technologie. Donc, ils sont bien organisés. Mais quand il s'agit des affaires de guerre des clans et comme ça, de cette façon-là, ils savent comment les camoufler, ils savent comment les manipuler pour faire peur. C'est un message qui a été envoyé. Il se pourrait que parmi les 38, qu'il y a des personnes qui ont été commanditées par ceux qui ont provoqué le feu, ceux qui ont provoqué cette situation, mais on a rajouté d'autres pour grossir la foule, grossir la sentence et faire plus peur. Donc c'est un message qui a été envoyé. Voilà. Donc, mais il y a des victimes innocentes, il y a des personnes innocentes dans cette affaire-là qui sont en train de effectivement, c'est la colère et l'incompréhension aujourd'hui des familles. Regarde, Chaban, il faut pas aussi négliger un fait qui est réel. Ça se passe dans un village du non moins homme des systèmes du Barbana. C'est dans sa ville natale que ça s'est passé. Donc, je ne pense pas qu'il ne détient pas l'information. Je ne pense pas qu'il maîtrise pas la situation. Mais moi, je reste. Voilà, justement, en maîtrisant. Je me pose toujours la question. Je me pose toujours la question, pourquoi on gère l'affaire de cette manière-là, puisque l'homme le plus fort des services, ça s'est passé dans son village. Est-ce qu'elle a été la cible? Ça en découle justement de cette question à tous les deux, Lila Mansour et Kamel Mortefi, et puis d'ailleurs elle est liée à cette actualité, c'est la responsabilité. C'est une question qui me tient à cœur sur ces sujets-là, que ce soit des tremblements de terre, des inondations. Alors on parle de 2021, notamment de ces 250 personnes qui ont perdu la vie, dont bien évidemment Jamel Ben Smaïd. Il y a une faune, une flore, l'environnement, des biens matériels. Il y a aussi 2022, il y a aussi 2023. Puis en 2023, selon les chiffres officiels, on est un peu plus de 40 personnes qui ont perdu la vie à cause des feux. Mais il y a cette responsabilité du pouvoir, du régime, du président, de ses ministres. Lila Mansour, ce sont des gens qui, en Algérie, sont immunisés de tout. Ils ne sont pas entendus devant des commissions d'enquête, devant l'Assemblée. Le ministre de l'Intérieur, on lui demande de rien de ce qui s'est passé. Le procureur, les Wallis, ce qui s'est pu se passer dans le cadre de cet été ou l'été dernier. En Algérie, toutes ces personnes-là sont responsables de rien. On les entend jamais. Ils sont immunisés. Chaban, on n'a pas cette culture de justice. Que disait là le camarade Kamel Mortefi, que je salue vivement, c'est qu'on n'a pas cette culture d'utiliser la justice pour de l'équité, pour rendre justice aux personnes qui sont des victimes. Mais moi, ce que je déplore le plus, c'est qu'on soit dans des postes de responsabilité et qu'on soit ignorant de sa propre feuille de route, de ses propres de la prévention justement quand il s'agit des risques naturels ou même des risques en général. Parce que dans les pays qui sont à haut risque pour les incendies, ils ont des observatoires d'incendie. Ils étudient la trajectoire des feux justement.
personnellement, je suis outré que on sait que la géographie de la région, comment elle est faite, ils ne soient pas venus déjà. Ils savent comment le feu, en réalité, ils savent comment le feu se propage. Ils ne sont pas venus secourir les populations, ils n'ont pas utilisé les donc d'année en année, donc selon vous, on essaie de comprendre un peu ce que vous dites, donc d'année en année, le pouvoir reste inactif, totalement muet on le souhaite pas, mais c'est vrai qu'il fait chaud en Algérie, il fait chaud au Maghreb, l'été prochain, on peut l'appréhender si le pouvoir actuel ne se bouge pas. Donc c'est quoi? C'est de l'ignorance, c'est du mépris total? C'est de l'irresponsabilité totale. Au-delà de cette irresponsabilité, évidemment, c'est de l'ignorance, c'est le déni des besoins du peuple, le déni de la situation. C'est pas des faits inédits, c'est pas exceptionnel, c'est des feux qui sont chaque été, ils sont durant toute la période estivale. Là, ils étouffent la population, la faune et la flore sont réduites à descendre. Donc, je ne comprends pas comment chaque été, c'est le même scénario et ça s'accentue de plus en plus parce qu'il y a ces feux qu'on dit qu'ils sont criminels. Et c'est avéré puisque les feux se déclenchent dans des points en simultané, dans différents points en simultané dans la région de Kabylie. Et il y a des feux par-ci par-là dans d'autres régions, mais le plus gros des dégâts se fait en Kabylie. Donc là, il ne viendrait pas dire que c'est pas voulu, c'est pas ciblé. On sait très bien comment la politique de l'État cible essentiellement cette région. Donc la responsabilité de l'État est complètement engagée dans la prévention, durant les feux pour secourir et aussi sur le long terme. Comment ça se fait que des canadaires qui ont été promis ne sont pas achetés ou qu'un pays comme l'Algérie qui possède des richesses, et on voit ce que le FMI a sorti comme chiffre sur l'Algérie, où passe cet argent que le peuple ne voit pas en réalité. Donc c'est la question qui se pose. Comment on gère ce pays? Comment on utilise l'argent, la rentabilité de ce que donne ce pays, alors que le peuple n'en bénéficie aucunement. On lui donne au compte-gouttes des choses et les besoins les plus fondamentaux du peuple, il ne les a pas. Donc, on rappelle que ne parlons pas de ce qui se passe au niveau des inondations et autre chose. Des tremblements de terre, entre autres. Je reviens à vous, Leila Mansour. On rappelle que le président avait donné une interview enregistrée le 26 juillet dernier. Il avait dit clairement que que l'Algérie n'avait pas réussi à se procurer des Canadaires, et c'est vrai que ça dure depuis plusieurs années. On va se poser cette question dans un instant. Donc c'est la thématique, une des actualités du jour, mais elle est liée puisque ce que le président de la République a plutôt à faire dans cette urgence, je dis bien cette urgence, cette région de Tindouf et de Djelfa sont très importantes. On salue bien évidemment les Algériens et les Algériennes qui habitent ces magnifiques wilayas, ces magnifiques régions, mais est-ce que dans l'urgence actuelle de 4 jeudis de grève, je vous le disais, du côté de cette région montagneuse, donc notamment de Kabylie, est-ce que le président n'aurait pas dû, avec son ministre, se rendre sur place pour rencontrer la foule? En tout cas, il était hier à Tindouf, les images, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, le président de la République algérienne, il n'est pas seul. Kamel Mortefi et Leila Mansour,
qu'est-ce que fait dans la forme, alors vous allez peut-être pouvoir nous aider, on a beaucoup de mal, et ça dure depuis des décennies, mais qu'est-ce que fait encore une fois le chef d'état-major, l'armée, aux côtés du président algérien, qui devrait peut-être avoir son ministre, peut-être des ministres autour de l'industrie, de l'urbanisme, qui pourrait avoir aussi peut-être des responsables, des walis, peut-être. Qu'est-ce que fait le chef d'état-major sur place, alors que ce peuple, il le dit, il n'en peut plus de cette armée à tous les niveaux, une armée omniprésente. Ça nous rappelle donc le Daoula Madaniya Madji Askaria qui dure maintenant depuis plusieurs décennies. Kamel Mortefi. Cette sortie du président qu'on avait vu déjà à Ain Fla et puis maintenant à Tindouf ressemble plus à la stratégie c'est le fonctionnement des troupes théâtrales. Quand on fait des répétitions, on les fait dans des petites salles, en attendant d'aller dans de grandes salles pour le présenter au grand public, si le grand public sera intéressé par notre pièce. Mais il est en train de préparer sa pièce théâtrale, de se donner des bains de foule dans des wilayas, dans des wilayas qui sont coupés de la réalité algérienne, qui sont coupés de l'information. Ils vivent leur vie, la vie que leur a imposé le système depuis l'indépendance à ce jour, coupés du monde entier. Et ceux qui sont conscients parmi eux, on les a rapidement détectés pour les éloigner. Et on expose une population qui est fière de voir un président, qui est fière de voir les institutions. C'est un peuple honnête, naïf, qui aime son pays. Mais on est en train d'exploiter sa naïveté, d'exploiter son amour vers la patrie. Et je ne doute pas que les citoyens de Tindouf n'aiment pas leur pays. Hein. C'est une wilaya il faut le rappeler, de 45 000 habitants. D'origine, de nationalité algérienne, et de 90 000, ça veut dire le double, de 90 000 réfugiés sahraouis, donc Sahara occidental. Donc à peu près 90 000 sahraouis et 45 000 Algériens à Tindouf. C'est une petite scène de théâtre où la troupe d'El Mouradia est en train de répéter en attendant de trouver une grande salle. On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont venir à Alger? Faire un défilé comme ça devant le peuple et l'affronter. Est-ce qu'ils vont y aller à Oran? Vous pensez, gardez votre analyse sur cette visite, c'était la prochaine question, on va revenir sur la présence du chef d'état-major, mais en continuant un peu votre réflexion, Kamel Mortefi, est-ce que vous pensez réellement que Abdelmadjid Tebboune, qui s'est pas offert de bain de foule, il aurait pu aller dans de grandes wilayas, je le disais tout à l'heure, bien sûr elles ont toutes les unes et les autres une importance, mais il y a des wilayas où il y a plus d'activité économique, plus de population, on peut penser à Wahran, on peut penser à Alger, on peut penser à cette région aussi de Kabylie, Tizi Ouzou, Béjaïa, on peut penser à Sétif, enfin je ne vais pas citer les 58 wilayas, mais est-ce que vous pensez vraiment que demain, Abdelmadjid Tebboune, qui a un problème d'illégitimité, peut demain s'offrir des bains de foule comme ça au sein de la capitale, par exemple, ou notamment dans des régions où le Hirak est né? Oui, j'aimerais bien qu'il tente l'exercice. Moi-même, je vais prendre un billet d'avion, je vais venir du Canada assister à son défilé à Alger, parce que j'ai beaucoup de questions à lui poser en face. La chance de le voir. Il n'y a pas une crainte de voir le Hirak, je vous interromps, il n'y a pas une crainte justement dans ces endroits-là. Lila Tamansour, qui est aussi militante hirakiste, va nous apporter aussi, va nous éclairer. Est-ce que, en faisant justement ça demain, est-ce que le président actuel et son pouvoir et puis son chef d'état-major, puisqu'il est toujours avec lui, ne vont pas se confronter justement à un nouveau Hirak, à un mécontentement? Il peut tenter d'organiser quelque chose, mais le peuple ne va pas sortir pour le soutenir. Il ne va pas non plus l'attaquer, il va juste l'ignorer, c'est tout. Mais il peut réussir l'exercice avec un millier de personnes, 200, 300, 400 personnes qui vont l'entourer. Mais dans les grandes artères d'Alger, d'Oran, des grandes wilayas, le vide il va apparaître. Donc c'est un message qu'il va envoyer à l'étranger que c'est un président rejeté. Mais il ne voudra pas de cette image-là. Mais n'attendez-vous pas à ce que le peuple algérien se comportera de manière non civilisée. Il va l'accueillir, il va l'accueillir dans l'ignorance. Il va l'ignorer comme il a provoqué
les villes désertes, avec les services de sécurité qu'il a engagés pour empêcher le Hirak de marcher, il va avoir le même vide quand il va essayer tenter de marcher à Alger, dans les grandes wilayas. Donc les wilayas du Nord se souviennent du coup de force dont il s'est servi pour se débarrasser du Hirak. Et il n'aura pas des bains de foule, je vous le dis, mais il peut se les offrir comme ça au sud, mais dans les wilayas reculés, parce que peut-être que l'information n'arrive pas, peut-être qu'ils sont débranchés, mais il ne réussira, c'est pas un exercice qui va réussir dans les wilayas du Nord, et ça va le discréditer au niveau international, et il va devenir la risée du monde. Ça, je vous le garantis. Je reviens à vous, Kamel Mortefi. On va rester un peu sur cette question. Hein. Comment vous voyez cette visite? Alors, il faut savoir que cette région du Sud, particulièrement, on a vu dans le cadre du 12-12-2019 énormément de jeunes, notamment militaires, qui ont été invités, poussés à se rendre dans les Zions. D'ailleurs, c'est aussi une région qui était très fréquentée du temps d'Abdelaziz Bouteflika. Cette visite, Lila Thamensov, voilà, puis accompagné encore une fois de son chef d'état-major, 4 ans sans visite, sans bain de foule, alors qu'il y a eu un va-et-vient des limousines, il y a eu la Covid, mais la Covid est terminée. Le président a donné beaucoup de temps à l'étranger, aux représentants, très peu, enfin, pas de temps du tout au peuple. Pourquoi maintenant et pourquoi cette région? Je dirais tant mieux qu'il sorte enfin de son confinement durant ces presque 4 années, mais maintenant bientôt 4 années. Donc ça fait partie de ses fonctions de chef d'État, de pseudo-président, illégitime évidemment. Quant à la présence de Chemguereha, pour ma part, je vois Tebboune comme un figurant sur une scène, ce que disait Kamel Mortefi, même au sein de leurs équipes, eux ils font partie de ces figurants. Et effectivement, la visite et comment elle se déroule, c'est des événements qui sont préparés à un détail près. Donc, c'est vraiment des scénarios. Moi-même, j'ai vécu dans les années 80 la venue de Chadli dans ma localité. Et je vous avoue qu'on nous a appris à un mot près qu'est-ce qu'on devait dire et comment on devrait se comporter, comment on doit saluer le président. Donc, c'était vraiment réglé. J'étais très jeune. J'avais à peine 10 ans et demi, 11 ans. Donc, on nous a acheminé sans savoir où. Il nous disait c'est le président de la République, c'est la personne la plus importante. Nous, on était heureux, on savait même parce que c'était que la politique, le président, on n'avait même pas de télévision à l'époque, donc on savait que le grade de président, c'est le plus haut, c'est celui qu'on voulait tous quand on était petits. Donc, on est allé vraiment, on a appris les scénarios, on a appris les gestes qu'on devait faire. Donc, c'est le même scénario qui se répète dans toutes les visites des officiels de l'État. Mais j'ai eu une information, est-ce qu'elle est officielle ou pas? Apparemment, il y a une visite qui se prépare quand même à Tizi Ouzou. Hein. On le met entre parenthèses, donc c'est un exercice qu'il a fait au sud, ça d'une. En même temps, c'est une manière de dire aussi à ces populations qui sont excentrées par rapport à la capitale, par rapport au nord, qu'il les voit. Alors que qu'est-ce qu'il dit, selon vous, qu'est-ce qu'il peut apporter? On n'a pas de bilan, on essaye tous les jours avec les collègues que je salue de récupérer des éléments, des bilans. Il y a un business de citerne pas possible aux 4 coins du pays. Il y a des problèmes de lait, il y a des problèmes de légumineuses, des produits de première nécessité. Qu'est-ce qu'il peut dire alors là, il est allé pour la pose notamment d'une première prière sur un projet de voie ferrée entre Béchar et Tindouf. Mais quand on va rencontrer le peuple, hein, ses citoyens. Donc, qu'est-ce qu'il peut dire le président algérien 4 ans après, où il y a un pays tout de même qui souffre énormément. Il y a énormément de jeunes malheureusement et de familles, de personnes âgées, d'enfants qui ont perdu la vie en pleine mer. 4 ans après, qu'est-ce qu'il peut dire alors que le bilan reste néant? Pourra répondre hypocritement parce qu'il sait que sont les besoins de ces populations, le logement, l'emploi, la belle vie, mais en fait, au fond, il est parti les dépouiller parce qu'en posant cette pierre sur le gisement, la mine de fer, donc il est parti pour ses intérêts, l'intérêt de sa junte, de cette mafia au pouvoir. Il n'est pas parti
pour que cette population puisse avoir de meilleures conditions. La preuve, il va construire une petite usine de traitement de ce minerai, mais ce minerai, il fera une voie ferrée qui va l'acheminer vers Adra, et puis de Adra, il va être remonté vers le nord, il sera traité par des usines. Rappelons-le que 2 de ces usines de traitement du fer, 2 d'entre elles, elles sont détenues par la Turquie, et une c'est Qatar et l'Algérie. Donc il n'y a que Al-Hajjar qui est sidère algérienne. Donc on voit très bien comment il répond aux besoins et comment il se soucie surtout de comment offrir une meilleure vie à ces Algériens, un meilleur niveau de vie et de meilleures conditions que tous les autres peuples d'autres pays. Mais il a besoin de cette population, justement, si jamais il se préparait pour un deuxième mandat. Ce sont les populations, comme dit mon camarade, qui votent le plus parce que ils ont un sentiment de loyauté vis-à-vis de l'État beaucoup plus fort que ceux qui sont dans le Nord qui savent et qui sont beaucoup plus informés sur les défaillances de cet même État. Kamel Mortefi, je reviens vers vous vraiment sur cette question précise. Pourquoi est-ce que le chef d'état-major est encore aux côtés de Chengriha? Une nouvelle Algérie, c'est le slogan. Le président qui parle de la jeunesse, qui parle de start-up, le citoyen au cœur de ses priorités, alors que on voit ici vraiment, encore une fois, l'armée présente à chaque fois à ses côtés en termes d'image. Je pense que c'est pas top. Au niveau de la jeunesse et de l'avenir, c'est pas ça du tout. À quoi rime cette présence? L'un ne va pas sans l'autre. Abdelmadjid Tebboune n'a pas un rôle, n'a pas de pouvoir spécialement. Il doit être contrôlé. Les mots sont un peu directs, mais c'est le système qui veut ça. Le système a changé. Le système qui était auparavant basé sur une triptyque, les services de sécurité, donc le DRS, la présidence et l'armée, n'est plus dans le même schéma. Actuellement, c'est la collégialité militaire, donc la défense, le MDN, avec la présidence. Donc c'est la collégialité, mais qui a le rôle le plus fort dans cette affaire-là, je peux pas vous dire, mais certainement que Tebboune joue le rôle. Il n'est pas président à 100%. Il accepte de partager le pouvoir avec les militaires. Il paraît plus un président faisant fonction. Il occupe un poste de faisant fonction de président que de président. Son prédécesseur a refusé d'être un 3/4 président, mais lui, il a accepté moins que ça. Donc, c'est ce que ça veut dire. Parce que il pourrait, si on prend pour comptant votre analyse, ça pourrait avoir lieu, mais à condition que le chef d'état-major ne soit pas présent. C'est quoi? C'est pour continuer à conditionner ces nouvelles générations, le peuple à ces anciennes méthodes. Est-ce que c'est du fait de certains régimes dits autoritaires? Parce que le chef d'état-major Chengriha pourrait être dans ses locaux tout en dirigeant à distance. Mais ces images, elles parlent d'elles-mêmes. À l'école, je disais, la simple inauguration d'une piscine, c'est important une piscine, mais bon, ça suscite pas l'armée logiquement. Le chef d'état-major est présent, c'est quoi? C'est pour conditionner les nouvelles générations que dans ces pays peut-être dits autoritaires ou pas? Les anciens militaires algériens, les anciens généraux, les anciens qu'on avait connus, ils n'avaient pas besoin d'apparaître parce qu'ils savaient que le pouvoir était entre leurs mains, décidé, et ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils n'avaient pas besoin d'apparaître. Mais ces dernières années avec Gaïd Salah et Chengriha, c'est carrément c'est un refoulement. Ils vivent un moment de refoulement où quand ils n'étaient pas au pouvoir, quand ils n'étaient même pas dans la décision, ils se sentaient écartés par les anciens militaires. Maintenant qu'ils ils sont les héritières du pouvoir militaire, ils exercent à fond, ils apparaissent. C'est ça, c'est un besoin psychologique d'apparaître. Et vu que nous avons affaire à un président qui ne veut pas exercer ses fonctions, qui ne veut pas utiliser ses pouvoirs à 100%, il accepte de partager. Est-ce qu'il accepte? On l'a obligé, mais le fait est là que le président algérien, le chef de l'État, n'a pas
la force pour imposer son mandat, d'imposer sa présence en tant que président, malgré que la Constitution le lui donne. Il est complice. Donc, il y a une certaine complicité pour gérer en collégialité. Donc, maintenant, ça devient une gestion collégiale. Nous avons en Algérie 2 présidents. Nous avons Chengrija, nous avons Tebboune. Ça se confirme. Maintenant, comment ça va se passer après 2024? Est-ce que après le deuxième mandat, est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce qu'il va y avoir un autre président qui va s'imposer mieux que celui-là? Ou bien est-ce qu'on va continuer toujours dans le même fonctionnement? Mais une chose est sûre, que c'est l'image de l'Algérie qui est ternie. C'est l'image de... La virilité comment s'appelle du pouvoir algérien qui est terni parce que elle ne repose pas sur un civil, elle repose sur un militaire. Je parle de virilité parce que normalement un président doit s'asseoir, avoir son pouvoir et être sûr qu'une armée est derrière lui sans qu'il soit devant lui. Actuellement, il est devant lui et compter sur ses services de sécurité pour imposer l'image de l'Algérie en tant que président fort et tout ça. Mais malheureusement, l'image de l'Algérie, elle est entachée. Nous faisons partie du bassin méditerranéen. Nous ne sommes pas dans une dictature africaine dans le sud où les gens ne voient pas, même à travers le monde, on ne voit pas ce qui se passe en Afrique. On voit ce qui se passe en Afrique ou bien dans les contrées lointaines, là où la dictature s'exerce de manière comme ça, de manière sauvage. On le voit quand il y a des effets, de grands effets. Mais en Algérie, nous faisons partie de ce bassin méditerranéen. On se compare à la France, on se compare à l'Allemagne, on se compare à l'Espagne. Cette image-là de double président, vraiment ternit l'image de l'Algérie. Je reviens à vous dans un instant. Lila Mansour, un Premier ministre, a été nommé il y a quelques temps, encore une fois sans remaniement, on en a longuement parlé. À la place du chef d'état-major, ça aurait pu être le Premier ministre, d'autres ministres qui accompagnent le président actuel. Il y a une corrélation, il y a un rôle pour 2024. On sent tout de même que ces visites qui arrivent petit à petit, c'est 2024 qui se profile. Mais comment vous voyez un peu la suite? Bon, l'armée est toujours présente, ça je crois qu'on l'a compris malheureusement depuis des années. Mais comment vous voyez un peu les choses? Comment vous analysez ça sur les perspectives des semaines qui vont arriver? Vous l'avez dit, l'armée est omniprésente et elle le sera toujours tant que le peuple n'a pas repris sa souveraineté. Donc, ça sera toujours les mêmes pratiques, ça sera les mêmes pions, mais on leur change de place. C'est des entre-soi, des perspectives. Pour ma part, j'avais dit sur une de vos émissions, probablement le premier ministre qui a été déchu est en préparation. Peut-être c'est un candidat potentiel. Ils vont dire à Tebboune de quand même concourir avec lui, mais de céder sa place à la fin, probablement. Et puis ils vont mettre quelques figurants comme ce fut le cas en 2019 pour qu'ils valident un petit peu le scénario du scrutin. Donc ça ne figure pas pour moi si ça continue dans cette optique de l'armée de vouloir tout gérer, de vouloir avoir le contrôle sur tout le pays, toutes les dynamiques, et il n'y a pas un présage en tout cas positif, mais c'est au peuple de reprendre les manettes. Il y a la dynamique qui a commencé par un jour hebdomadaire, donc que le pays entier vous pensez que la présence. C'est intéressant ce que vous dites. Vous pensez que ce mouvement qui aujourd'hui dure déjà depuis 4 semaines, 4 jeudis, et on pense que s'ils pouvaient en faire plus, ils en feraient plus mais bon, il y a grève, donc ça veut dire un manque à gagner, etc. Lila Mansour, vous qui êtes et qui a été longtemps hirakiste, et vous continuez aussi d'une autre manière avec Riposte, par exemple, ce mouvement de la Havana Tiratun peut provoquer un engouement sur d'autres wilayas, d'autres colères, un ras-le-bol?
Je l'espère parce que l'injustice, la répression, l'arbitraire est partout dans le pays, pas uniquement dans la Kabylie, même si la Kabylie, elle est plus touchée et avec une occurrence beaucoup plus visible et vécue par la population, mais les problématiques sont les mêmes partout. C'est pour ça que je dis que l'Arba'a Thalathine peut être la nouvelle pépinière de cette mouvance et de peut-être c'est une nouvelle, je dirais, dynamique de Hirak, mais d'une autre manière. Je l'espère en tout cas de tout cœur parce que l'Algérie ne peut pas continuer dans cette comment je vais dire dans ce qui se passe actuellement parce que la vie politique est réduite à néant, la population elle est terrorisée, donc on a un pouvoir terroriste au pays. Il est temps que le peuple s'en défasse de toutes ses soumissions et qu'il reprenne vraiment son pouvoir d'agir sur les institutions, sur sa vie et sur le quotidien de tout un chacun. Merci Lila Tamansout. La dernière minute avec vous, Kamel Mortefi, le mot de la fin. Oui, je partage cette analyse, cet appel même. Je dirais que c'est un appel aussi à ce que d'autres régions de la Kabylie, du centre, au niveau d'autres wilayas, d'utiliser, d'expérimenter cette expérience de la Banatiraten, d'organiser au moins une grève générale une fois par semaine. Et c'est une façon de démontrer au pouvoir que le peuple il est présent et il lui répond. Il lui répond de cette façon-là. Il rejette son agenda. Et j'espère qu'il va y avoir un effet de contagion. Si l'exercice est réussi à l'Arba'a Thalathine, pourquoi il ne va pas réussir à Alger, à Bouira, à Sétif, à Constantine, à Oran, des grèves comme ça, une fois par semaine. Ça va remplacer les marches d'une fois par semaine, du vendredi. Donc c'est une façon de redynamiser la société, de s'intéresser à la politique et de dire au pouvoir que nous sommes là. Vous n'êtes pas seul à jouer votre monologue. Merci infiniment Kamel Mortefi, merci pour votre fidélité. Vous êtes au Canada, analyste militant politique, président du bureau à Paris Riposte International. Lila Tamansout, merci d'avoir été avec nous avoir porté vos analyses et d'avoir aussi éclairé d'une certaine manière les téléspectateurs et téléspectatrices. L'équipe en régie, merci infiniment pour le travail que vous faites. Vous nous accompagnez chaque jour dans l'ombre. Quelques instants à l'ombre, j'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir à 19h pour la rétro-info de la semaine d'ailleurs, normalement. Bonne soirée à tous.